Bon, bonjour, je vais commencer. Il est 11h20, donc nous serons ponctuels. Merci d'être là. Je suis Simon Gazikian, je suis le directeur général d'Amiral Technologies. Je vais vous parler de prédiction de panne en mode aveugle. Vous dites, qu'est-ce que c'est que le mode aveugle? Je vais vous en parler en quelques mots. La prédiction de panne est le maillon faible de la maintenance prédictive. On parle toujours de maintenance prédictive, maintenance préventive. Nous, on est le maillon faible. C'est là où on fait les prédictions qui sont ensuite exploitées par la chaîne aval. Les industriels, alors je ne sais pas qui vous représentez dans la salle, mais les industriels en général, je dis bien en général, ont 4 grandes catégories de priorités. Ils veulent se différencier de leurs concurrents en offrant des services nouveaux pour éviter d'être tirés par le bas au niveau des prix. Ils veulent faire de plus en plus de services de type OPEX. Je vends des heures moteurs, je ne vends plus des moteurs, je vends des journées de voitures, je ne vends plus des voitures. Donc ça veut dire qu'il faut garantir la disponibilité des équipements, des contrats de service associés à ça. Je veux aussi faire de la maintenance qui ne soit plus programmée. Je vais changer les pales de mon hélicoptère toutes les 10 000 heures de vol. Non, je veux faire de la maintenance basée sur les usages réels, puisque tout le monde ne pilote pas son hélicoptère de la même façon, comme on ne conduit pas tous nos voitures de la même façon. Donc on va faire ça sur des usages et donc sur des données. Et de façon aussi générale, on veut augmenter la disponibilité et la sécurité de ces équipements. Le dénominateur commun de tout ça, c'est la prédiction de panne. Il faut en passer par là. Il y a d'autres choses, mais on ne dit pas qu'on est les seuls, mais la prédiction de panne, c'est le dénominateur commun. Une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Chez nos clients industriels, il y a une grande diversité d'équipements. Des équipements mécaniques, des équipements électriques, électroniques, des équipements passifs, actifs, des canalisations et autres. Donc ça, c'est un premier niveau de complexité. Le deuxième niveau de complexité, c'est que les données qui vont être utilisées pour faire ces modèles de prédiction sont les données qui sont générées par des capteurs qui mesurent des grandeurs physiques. C'est ce qu'on appelle des séries temporelles industrielles, discipline complexe. C'est un peu la Champions League de la donnée, la série temporelle industrielle. Et le troisième niveau de difficulté, c'est que pour prédire des événements dans le futur, généralement, il faut avoir des occurrences de ces événements dans le passé pour pouvoir apprendre. Dans l'industrie, on oublie, ça n'existe pas. Déjà, on n'est pas dans le monde forcément, on a beaucoup de données et on a peu de pannes. Donc, si on a 2 pannes sur les 12 derniers mois, aller faire un modèle de prédiction robuste, c'est pas possible. Donc, tout ça fait que même s'il y a de plus en plus de data scientists chez les clients, ils ont des piles de modèles qui s'amoncellent, donc des backlogs qui n'arrivent pas forcément à dépiler. Donc, qu'est-ce que nous, on va apporter? On va apporter 2 choses. De la vitesse. Je reviendrai tout à l'heure sur des cas d'usage que je présenterai. De la vitesse de façon à permettre justement à dépiler ces backlogs, d'aller beaucoup plus vite que ce que les data scientists font aujourd'hui à la main. Et surtout, de la performance, donc de la précision dans les modèles de prédiction. Alors, la précision, c'est au lieu de dire mon train d'atterrissage, je prends toujours les avions parce que j'aime bien, va défaillir dans 12 heures de vol, nous, on va dire dans 50 heures de vol, il va défaillir. Donc, c'est ce que j'appelle de la performance. On va avoir une capacité à avoir des signaux faibles de façon très, très forte. Alors, comment ça marche? C'est le seul slide un peu technique. Vous avez donc à gauche les capteurs qui génèrent des séries temporelles. Ce qui est entouré, c'est ce que nous faisons. Nous sommes éditeurs de logiciels. Nous faisons un logiciel qui s'appelle Diacfit. Et vous avez en rouge les composantes scientifiques que nous avons inventées et que nous continuons d'inventer, car nous utilisons de la technologie qui nous est propriétaire. Je parlerai de la société tout à l'heure en quelques mots. On est une émanation de laboratoire du CNRS. Donc ce sont des inventions scientifiques que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ce que l'on fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'occurrence de panne dans l'industrie, on va travailler à l'envers. Ça, on ne l'a pas inventé, donc on va travailler pour définir ce qu'on appelle un espace de normalité, de bon fonctionnement de l'équipement. Ça, c'est ce qu'on appelle en machine learning du non supervisé. On n'a pas inventé ça. On a inventé la façon de le faire. Le diable est dans les détails. Comment le faites-vous? Ah oui, tout le monde fait des voitures, mais il y a des gens qui font des bagnoles, pas de la même façon que les autres. Donc, les briques rouges nous permettent d'avoir cet espace de normalité avec très peu de données, sans connaître la physique de l'équipement, sans connaître les capteurs, et de façon extrêmement précise. Très précise, ça veut dire qu'on aura très peu de faux positifs. Le processus, une fois qu'on a fait l'espace de normalité, il va être déployé, et là, en exploitation, ou en semi-exploitation, en pré-production, on va avoir des sorties de la normalité. Ces sorties de la normalité peuvent être vraies, fausses, on peut avoir des faux positifs.
Là, on va avoir un expert métier, donc de chez le client, donc je reviens toujours à mes avions, qui va dire non, non, mais ça, c'est un faux positif parce que ça correspond à un contexte que je n'avais pas dans les données d'apprentissage. Donc, je ne dis pas que c'est une anomalie. Par contre, je vais avoir des anomalies qui sont vraies et je vais les labelliser. Diacfit est un logiciel qui est purement basé sur les données, pas sur la physique. Donc, je vais avoir à mon donné besoin d'un expert métier qui connaît l'équipement et qui va mettre un label sur cette anomalie et réentraîner le modèle de façon à ce qu'on puisse, vous voyez, avoir à ce niveau-là la prise en compte du label. Donc, le modèle va être dynamique à la demande de l'utilisateur. Toujours à la demande de l'utilisateur, c'est lui qui décide sur la base des données que Diacfit va lui fournir. Donc, la capacité à interpréter une anomalie pour la labelliser et réentraîner. Très important, sous le contrôle de l'utilisateur, plein de briques scientifiques, et c'est du no-code, c'est-à-dire c'est un logiciel pour des gens qui ne savent pas ce que c'est que la data science. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, il y en a même si on en a de plus en plus, c'est une ressource qui est chère. La vision que l'on a, c'est, ce que je dis souvent, un logiciel sophistiqué d'un point de vue scientifique. Le Graal, c'est Google, le moteur de recherche de Google. C'est-à-dire c'est sophistiqué, mais tout le monde sait s'en servir. Donc voilà ce qui nous guide. Donc à droite, quelque chose qui est Diacfit extrêmement puissant en termes de précision, peu de données, frugal, ça marche en embarqué, ça marche sur des petits serveurs, pas besoin de grosses puissances de calcul. Et à gauche, facilité d'utilisation par des gens qui ne connaissent pas la programmation, la data science. C'est nos codes, on peut interpréter, je décide si je veux rentraîner ou pas. Donc ça, c'est ce qui nous guide. C'est facile à dire, très difficile à faire. Et ça, c'est ce qui nous guide tous les jours. On le fait beaucoup avec nos clients. Hein. Quelques mots sur qui nous sommes. Donc nous sommes en bon français, une spin-off, une émanation d'un laboratoire de recherche basé à Grenoble qui s'appelle le GIPSA, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est un laboratoire qui est un laboratoire de systèmes industriels dynamiques non linéaires. Bon, je ne dis pas ça pour vous impressionner, je dis ça pour vous donner un peu l'ADN de la société. On utilise du machine learning, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais la propriété intellectuelle, les connaissances de la société viennent du monde de la physique, de l'automatique, de la théorie du contrôle. On part du principe que tout système physique est régi par des lois physiques. Soit on va essayer de trouver ces lois physiques, on fait des jumeaux numériques, mais ça prend un temps fou, c'est très long. Soit on part du principe qu'il y a des lois physiques et on va, grâce à nos générateurs de caractéristiques, déterminer ce qu'on appelle des invariants. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître l'automatisme, de façon à ce que ensuite les algorithmes de machine learning se basent sur ces invariants. Okay, donc on a une approche qui permet en fait de s'affranchir de la connaissance de la physique de l'équipement. Donc c'est pour ça qu'on va très vite. On n'a pas besoin, quand on démarre les projets, de savoir si c'est une pompe, un radar, un tuyau, complètement indépendant de ça. C'est bluffant, ça marche très bien. Beaucoup de clients dans le domaine du transport et de l'énergie, même si on est agnostique, je dis souvent, dans la vie, si on veut être performant, il faut être focus. Si on va partout, on va nulle part. Donc on s'est axé sur le transport et l'énergie, parce que c'est là-dessus où on a les business cases les plus sensibles. Quand vous avez un train qui déraille, quand vous avez un hélicoptère qui tombe, c'est relativement plus embêtant que si vous avez un robot qui s'arrête dans une chaîne, dans une usine. C'est embêtant, mais un train qui déraille, c'est très gênant. Okay, donc c'est pour ça qu'on préfère aller là où ça fait très mal. Et on fait ça très bien. Alors, quelques cas d'usage dont je parle ici. Vous allez deviner, moi je ne suis pas censé donner. Vous avez les logos sur le slide précédent. Là, vous avez les cas d'usage. Donc, vous savez, c'est comme les jeux qu'on fait. Quel est le client qui est derrière? Les portes automatiques des trains. Il y avait un logo précédemment. On fait ça à partir d'accéléromètres. Et les portes automatiques, on prend tous le TGV. De temps en temps, c'est bloqué. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir prédire quand la porte automatique va se bloquer, tomber en panne. On fait ça avec le client en question. Ils nous ont challengé sur la vitesse. Pour faire un modèle, ils mettaient 2 ans. Et quelqu'un à plein temps. On a mis 2 semaines. Alors, je ne dis pas qu'on fait ça à chaque fois, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est vraiment très, très impressionnant et bluffant. Hein. Des disjoncteurs, moyenne tension, basse tension, équipement électrique. Donc, on n'est plus dans la mécanique. Donc là, c'est avec un grand fabricant français bien connu. L'intérêt, surtout sur les disjoncteurs moyenne tension, c'est que de temps en temps, ça prend feu. C'est embêtant. On a des data centers qui s'arrêtent, des hôpitaux qui s'arrêtent.
Cas d'usage avec 3 capteurs. Des essuie-glaces, un capteur de tension électrique, des radars, plus de 1000 capteurs. Plus de 1000 capteurs. Vous voyez, des bancs d'essai, ça c'est très intéressant, les bancs d'essai, que ça soit, on a publié quelque chose il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 mois avec Airbus Aircraft, des bancs d'essai, ils font des essais acoustiques pour les liners, pour les bruits de moteur. Ce qui est bien sur les bancs d'essai, c'est qu'il y a en fait plein de capteurs généralement, que ce soit de l'acoustique ou que ce soit je sais pas, un Rafale qui embarque plein de capteurs pour faire ensuite de la mesure. Et les ingénieurs vont mesurer. Sauf que si les capteurs font pas les bonnes mesures et sont défectueux, votre banc d'essai il marche pas, quoi. Donc il faut s'assurer que les capteurs sont en bonne santé. Donc on va faire de la prédiction de panne, de détection d'anomalies sur des capteurs eux-mêmes. Donc ça aussi c'est un cas d'usage extrêmement intéressant pour les industriels. Des gens comme Safran qui font des tests sur leur moteur, par exemple. Les bancs d'essai, c'est un cas d'usage extrêmement intéressant. Les hélicoptères, vous savez qui c'est. Des pompes d'éjection sur des navires offshore. Des robots. C'est très complexe d'un point de vue physique, un robot. C'est multi-axe. Donc on sait faire ça aussi. Ça, c'est le grand sujet aujourd'hui. Les tubes de générateurs de vapeur qui ont des fissures. On parle des problèmes de corrosion. Les gens font aujourd'hui avec des approches de type supervisé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on part du principe qu'on connaît toutes les anomalies qui peuvent arriver sur les tubes générateurs de vapeur. Ça, c'est la théorie. Mais comme les centrales vivent de plus en plus longtemps, il va y avoir des anomalies qui n'ont jamais été vues auparavant. Donc, une approche supervisée va passer à travers. Donc l'intérêt, c'est de marier le supervisé avec le non supervisé pour avoir ce que je dis souvent, ceinture et bretelles. On va pouvoir voir ce qu'on connaît déjà, mais on va pouvoir voir ce qu'on ne connaît pas encore. Parce que là, on va pouvoir, nous, détecter des anomalies qu'on n'avait jamais vues. L'intérêt du non supervisé. Okay, là, on fait ça avec des capteurs de courant de Foucault. Vous voyez, donc, une fois de plus, extrêmement agnostique. Et là, ce sont des mécanismes d'infrastructure d'aiguillage donc avec des capteurs de courant électrique. Donc l'intérêt, ce que je voulais vous donner là, c'est extrême diversité des cas d'usage, des équipements physiques, des capteurs, vitesse. Ce que je disais dans un premier cas, 2 semaines par rapport à 2 mois. Le ratio, il n'est pas toujours le même, mais il est aussi impressionnant dans tous les cas. Et surtout une capacité sur, par exemple, l'hélicoptère, la capacité à avoir 24 heures de vol avant qu'il y ait une défaillance, alors que le client voyait ça 4 heures avant. Donc ratio de 6, vous voyez. Donc ça peut être extrêmement intéressant en matière de sécurité, de se dire on voit les signes faibles beaucoup plus en amont. C'est l'intérêt, une fois de plus, les deux, temps et performance. Nous sommes éditeurs de logiciels, comme je vous le disais tout à l'heure, nos clients sont les industriels. On travaille en fait en 3 étapes avec nos clients. C'est bien. L'innovation de tous et partout débutera dans quelques minutes à l'espace Arena. Il faut prouver que ce qu'on dit est vrai. Donc, nos clients nous challenge et ils vont nous dire, voilà, on a un cas d'usage avec tel type de capteur. Souvent, ils ont une référence, ils ont déjà fait. Je prenais le cas, le client a mis 2 ans sur ce cas d'usage. Est-ce que vous êtes capable de faire beaucoup plus rapide? Est-ce que vous êtes capable de voir des choses plus en amont que nous? Donc ça, c'est la phase, on vous challenge, la preuve de valeur. 1 à 3 mois, entre 30 et 60 000 euros. Donc les données nous sont transférées chez nous. Et là, on y va et on montre qu'on est bon. La deuxième étape, c'est une étape dans l'industrie qui est indispensable. On ne passe pas de la première étape à la production. Il y a une étape intermédiaire qu'on va appeler la pré-production ou le field testing, où ça peut être par exemple sur un site, si c'est un site industriel, un site pilote, ou ça peut être 10 pompes, ça peut être un bateau, ça peut être 3 avions, où on va, avant de déployer plein pot, dire, voilà, pendant 6 à 12 mois, je vais affiner les modèles, je vais en faire peut-être d'autres, et je vais voir un peu comment ça réagit par rapport à ce que je veux déployer dans la phase 3. La phase 3 étant la phase de déploiement opérationnel, bien entendu avec un ramp-up. On ne va pas déployer si on a 500 hélicoptères sur 500, et bien entendu, il y aura une montée en charge. En tout cas, ça, c'est le process que l'on utilise avec nos clients, qui marche très, très bien. J'en ai fini. Si vous avez des questions, je serai ravi. On a 5 minutes, je crois. C'est ça ?
Merci beaucoup. En termes donc, de données, les données proviennent de vos clients. C'est pas vous qui générez les données, vous identifiez les capteurs ou comment est-ce que ça se passe sur la génération de données? Merci. Donc effectivement, nous, on fait que du logiciel, donc on ne fait pas de capteurs. Donc les données sont générées par les capteurs qui instrumentent les équipements. Donc pas de capteurs, pas de données, pas de bras, pas de chocolat, donc pas de modèle bien sûr. Quasiment tout le temps, dans certains cas, j'étais qu'il y avait un seul capteur, ça nous suffit. Donc c'est pas parce qu'on va avoir plein de capteurs que ça sera meilleur. On n'a pas eu de cas jusqu'à présent où on ait dû dire à notre client écoutez, le ou les 3, les 4, les 10, les 12 capteurs ne sont pas suffisants, il en faudrait d'autres. Donc ça a toujours été suffisant. Donc on n'a pas. En revanche, ce qui peut être discuté, c'est les fréquences d'échantillonnage. Fréquences d'échantillonnage, on a besoin d'avoir des données brutes et on est très très bon sur les données brutes. Donc je prends l'exemple de données vibratoires ou de données électriques, de données acoustiques. On peut monter à 10 kHz, 20 kHz. Donc on est vraiment dans la donnée brute. Sur des données de type température, pression, les gradients n'étant pas les mêmes, une donnée toutes les 5 secondes suffira. Sur de l'humidité de la même façon. Donc en fonction des données, les fréquences d'échantillonnage ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, effectivement, de temps en temps, on peut dire là, c'est pas assez échantillonné ou c'est trop échantillonné, ça sert à rien. C'est plutôt là-dessus que dire on manque de capteurs. C'est pas le cas. Aujourd'hui, vous êtes en fonctionnement normal ou vous êtes toujours en développement et en recherche de financement? Vaste question, qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement normal, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un être normal? On pourrait philosopher là-dessus. On a donc 5 ans d'existence. On a fait un premier tour de financement il y a à peu près 1 an et demi. On est en train de réfléchir sur le suivant actuellement. Je dis ça souvent parce que ça fait 37 ans que je travaille, 25 ans que je suis dans les startups. L'idée n'est pas forcément d'être rentable dans le domaine dans lequel on est. L'idée, c'est d'être le plus gros le plus vite possible. Parce qu'il n'y a pas d'acteur majeur. Donc, c'est en anglais, là aussi, the winner will take it all. Donc, c'est devenir le plus gros le plus vite possible. Donc, ça veut dire qu'il faut montrer à nos investisseurs, à nos clients, que ce qu'on a marche et attirer les investisseurs pour gagner vite en vitesse. Donc, on est en fonctionnement, si vous voulez, je n'appelle pas ça d'hypercroissance, mais de croissance pour devenir un acteur mondial incontesté. Alors peut-être pas, moi ça c'est ma vision, peut-être pas dans tous les cas d'usage, mais peut-être qu'on sera le leader mondial du disjoncteur électrique. On sera le leader mondial de la porte automatique. Je prends des exemples comme ça. Difficile d'être leader mondial, mais on croit énormément à ça. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour les gros acteurs ne savent pas faire ça. Donc aujourd'hui, on cherche à aller très 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 vite. Donc oui, on est en fonctionnement de croissance et ça se présente très très bien. On est basé que sur la France aujourd'hui, parce que déjà en France, il y a beaucoup de choses. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si on va partout, on va nulle part. Donc il ne faut pas se disperser. On a déjà 2 clients dans le nucléaire, un américain, vous imaginez lequel, le logo était indiqué. En Allemagne, bientôt un autre, dont le logo n'était pas indiqué. Donc il y a des clients à l'étranger qui viennent à nous. Probablement fin 2024, on ira à l'international. Mais on n'ira pas à l'international partout, parce que ça ne veut rien dire, c'est stupide. Peut-être qu'on décidera de quel pays on ira. Voilà, la société se porte très bien. On fait partie puisque Bruno Bonnel est là, on a été sélectionné dans un des programmes de la French Tech qui s'appelle Deep Num 20, avec 20 startups, même si j'aime pas le nom, startups Deep Tech. Donc on fait partie de 20 startups avec des gens qui sont dans le quantique, qui sont dans la biotech. Donc on est quand même aujourd'hui un acteur relativement connu dans notre domaine.